les mercredis et vendredis, entre 19h et 20h, avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal, Bruxelles revit. Merci d'avoir choisi Bruxelles revit. Ça y est, c'est le dernier épisode de cette émission, le 8e d'une série d'émissions de juin. Bonjour Soraya. Bonjour Charlotte, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue donc ce soir en direct depuis la place du Miroir à Jette, une place qui ne s'appelle pas comme ça normalement, mais on reviendra sur les petits secrets de cette commune dans le courant de cette émission avec notre historienne du jour Véronique Van Cutsem. On parlera également de mobilité douce et de tuk-tuk, puisqu'un tuk-tuk a sillonné les rues de Jette durant le confinement pour aider à la livraison de colis auprès de personnes en difficulté. C'est une très belle initiative et surtout très originale de l'ASBL Labo Lobo. Ils seront également des nôtres ce soir, Charlotte. Et puis comme d'habitude, on partira à la découverte des commerçants de ce quartier. On est juste à côté de la place du Miroir. On ira voir du côté de la friterie et puis surtout de lieux qui nous accueillent aujourd'hui. Michael Siméon Coiffure. On rencontrera les gérants de ce lieu mythique et on vous promet de la musique live dans l'émission, mais aussi des cadeaux et pas un seul, mais plusieurs cadeaux à gagner tout au long de l'émission. Une émission en direct ce soir à écouter sur BX1+, mais également à voir en télévision sur BX1. Une émission qu'on va démarrer en culture avec notre premier invité qui est directeur du centre culturel L'Armillère, le centre culturel de Jette. Bonsoir Amic Lemaire. Bonsoir. Alors déjà, première question, pourquoi ça s'appelle L'Armillère, votre centre culturel ? L'Armillère, en fait, le vrai nom c'est Centre culturel de Jette. L'Armillère, c'est le nom du bâtiment puisqu'il a été dessiné par Skeuten qui est passionné par tout cet univers très 1900. Et il y a une sphère armière sur le sommet de la tour du Centre culturel de Jette. Et c'est quoi une sphère armière ? C'est vraiment une représentation du monde en fait. C'est comme vous avez ces maps-mondes, ces globes lumineux là-bas. C'est une manière de représenter la Terre. Ouais. C'est un chouette bâtiment, c'est un chouette lieu pour faire de la culture comme ça, au plus près, on va dire, des habitants. En tout cas, oui, on peut accueillir énormément d'associations. On a beaucoup d'associations membres. On est vraiment en contact avec les citoyens. Et en plus, on a la chance d'être en plein questionnement sur la rénovation du bâtiment. Donc, la rénovation du bâtiment devrait se faire pour vraiment finaliser le lieu. Il y a eu pas mal de questionnements ces dernières semaines. Oui. Comment est-ce que vous avez traversé, vous, cette période de confinement ? Assez chouettement en fait. On a très rapidement mis de côté toutes les activités qu'on avait. On a quand même pris la décision de payer tous les artistes, payer tous les animateurs, mais de rembourser évidemment le public. Donc le CA a suivi là-dedans. Et on s'est directement mis au travail en fait. Le but, c'était de se dire comment on peut garder le lien avec les citoyens, comment on peut être utile aux citoyens, comment un centre culturel peut réagir dans la crise. Et donc, on a développé tout un tas d'activités qui allaient dans ce sens-là. Alors, on sait que les centres culturels sont de plus en plus axés sur la question des territoires, qu'ils essayent de sonder au plus près leurs habitants. C'est aussi ce que vous avez fait durant ce confinement ? C'est ce qu'on fait toujours. Et donc, effectivement, pendant le confinement, on a continué là-dessus. En fait, on essaye de voir en quoi le centre culturel de Jette est pertinent à Jette. Et donc, comment on peut créer nos actions par rapport à ça, par rapport aux besoins de la commune pour le moment. Et donc, à Jette, par exemple, il y a un fort taux de famille par rapport aux autres communes de Jette. Et donc, on a développé pas mal de projets qui étaient axés par rapport aux familles. Donc, on a eu, par exemple, avec tout le nord-ouest, des appels qu'on a appelés les inopinés confinés. Les inopinés confinés. Les inopinés, c'est joli, ça, pas facile à prononcer. Non, effectivement, surtout comme ça en direct. Mais l'idée, en fait, on le fait déjà tous les mois. Tous les mois, on va dans des lieux un peu particuliers, des communes, des 4 communes. Et ici, on ne pouvait plus aller en vrai. Donc, on l'a fait par téléphone. On a fait 3 fois et on a eu jusqu'à 65 appels qu'on a passés avec une quinzaine d'artistes qui téléphonaient à chaque famille qui s'était inscrite, à chaque personne qui s'était inscrite pour lire des textes, faire des ateliers d'éveil musical, vraiment quelque chose d'inopiné qui surgissait chez eux le samedi une fois par mois. Et quelles étaient les réactions ? Très positives. Vraiment, on a eu un retour vraiment massif de la part du public disant qu'un vrai soutien en fait. Ça a été pour nous une très belle période, une manière de vraiment pouvoir changer notre métier mais de garder quand même un contact privilégié avec les gens. Et donc ça a été presque propice à tisser des liens de personne à personne, en tout cas ici de personne à famille presque pour ainsi dire. Oui. Et dans les autres projets qu'on a menés, c'était la même chose. Et même pour nous-mêmes, en tant qu'équipe de centre culturel, on en a profité aussi pour se dévoiler beaucoup plus. Et donc chaque semaine, il y a le portrait d'un employé du centre culturel qui paraît sur notre page Facebook. Et c'était fait dans l'idée de pouvoir aussi se montrer. On est des êtres humains, on a envie de parler avec les gens. Alors c'est étonnant parce que vous avez choisi le téléphone. Beaucoup de centres culturels, beaucoup de lieux culturels
ont plutôt fait le choix du numérique. Vous l'avez fait aussi? Vous êtes aussi passé par une phase de réflexion numérique? Oui, clairement. Et ça a été vraiment aussi un pan. En fait, on est passé par les trois. Donc, on a fait et du numérique avec vraiment une page Facebook vivante. On a fait le téléphone et aussi le téléphone pour téléphoner à toutes les associations membres, téléphoner à nos membres, voir, prendre de leurs nouvelles. Et alors, dès qu'on a pu, parce que c'est quand même arrivé assez tôt, on a réouvert la ludothèque, on a réouvert certains ateliers qu'on pouvait réouvrir pour, par exemple, la Zineke Parade. On a un groupe de Zineke Parade chez nous, avec lequel d'abord on a fait un film via Zoom, parce que chacun était confiné. Et puis là, on a présenté rien qu'au groupe le deuxième film qu'on a réalisé avec eux cette semaine. Pas trop triste de faire l'impasse sur cette Zineke Parade alors qu'on la travaille pendant presque 2 ans. Là, c'était plus d'1 an et demi de préparation qu'il a fallu presque mettre derrière soi, quoi, en tout cas, s'asseoir dessus, pour ainsi dire. Oui, bon, on est triste, c'est vrai. Oui. Mais ça ne nous enlève pas ce qu'on a pu gagner, en tout cas en lien avec les gens. Et même si on a dû se décaler, même si on a perdu ce lien grand public qu'on avait, vraiment les événements avec des centaines de personnes. Normalement, on avait le Jazz de June où il y a 2000 personnes qui viennent. Ça, on l'a perdu, mais on le savait. Et en fait, c'est très bien accepté de la part des gens parce que, comme on a continué sur d'autres axes, on a eu des réactions vraiment soutenantes de la part du public là-dessus. Donc oui, il y a une douleur de l'avoir perdu, mais on a gagné beaucoup. Vous diriez, s'agissant de la Zineke Parade, que pour ainsi dire, le processus compte presque autant que le résultat final? Ah, clairement. Pour nous, en tout cas, c'est ça qui est recherché. Ouais. Oui, c'est certain que vraiment cet aspect citoyen, cet aspect population, cet aspect lien avec les gens, c'est ça qu'on recherche. C'est pour ça que ce sont des ateliers de longue durée qui aboutissent à un événement qui est très valorisant et qui est vraiment chouette pour les spectateurs. Mais oui, ça ne pourrait pas avoir lieu si c'était uniquement un événement. Alors ça, c'était pour le confinement. Alors très vite, vous nous l'avez dit, vous avez réussi quand même à réouvrir certaines activités. Qu'en est-il maintenant, à l'heure où tout déconfine? Pour être honnête, il y a un axe qu'on n'a pas réussi à prendre. On ne s'attendait pas à ce qu'on nous permette de réaccueillir toutes les associations membres. Donc jusqu'au 22 mai, on nous avait dit qu'on serait fermé jusqu'au 30 juin pour tout le public. Et puis le 29 mai, on apprend que le 2 juin, on peut réouvrir. Mais le nombre de mesures à devoir prendre, la réorganisation complète du travail pour les travailleurs, c'est la vague qu'on n'a pas su prendre. Ça nous rend triste parce que les associations étaient demandeuses, mais celle-là, on n'a pas réussi. Pour le reste, pour le déconfinement, on est en plein dedans. On va avoir Bruxelles fait son cinéma. On a 200 enfants qui vont venir là pendant les vacances. Quel film? Ce sera Hors Norme qu'on va projeter, mais c'est déjà complet. Les 160 places sont parties directement. Et ça va se passer où? Ça se passe un petit peu partout à Bruxelles, toujours en plein air. Ici à Jette, ça se passera sur la place du Miroir? Au Parc Garcet, mais uniquement sur réservation. Et donc là, c'est fini. Ouais, là, on n'arrivera pas lui à grandir plus. Alors, vous avez aussi évidemment beaucoup de stages à proposer parce que ça aussi, ce sont des activités importantes et surtout attendues. Oui. Mais donc, cette année-ci, c'est 200 enfants qui viennent. On est complet aussi. On en a 80 sur les 8 semaines qu'on organise au centre culturel et on en a 120 qu'on va emmener à Durbuy en 4 semaines avec 30 enfants à chaque fois pour justement pouvoir répondre à ce besoin des familles qui ont vécu des instants, je pense, forts avec leurs enfants, mais qui aussi doivent pouvoir avoir des temps de réorganisation et du temps pour eux. Essentiellement des activités en plein air? Oui. Au centre culturel, on a la chance d'avoir un grand jardin et énormément de locaux. Donc là, on va pouvoir pour ces 80 enfants-là faire des activités d'intérieur. Pour les 120 autres, oui, ce sera beaucoup de plein air. Alors, la rentrée, on y sera vite, mine de rien, c'est le début de l'été, mais voilà, 8 semaines, ça passe vite, on l'a vu d'ailleurs ces derniers mois. Comment est-ce que vous appréhendez cette rentrée? C'est la question piège. Pour l'instant, en fait, on décide de se dire qu'il n'y aura pas de contraintes, ou en tout cas c'est comme ça qu'on réfléchit. Les contraintes changent à une vitesse tellement rapide. On nous avait dit pas d'activité pendant les vacances, puis 100 personnes, 200 personnes, maintenant ils autorisent 400 personnes. On va voir ce qu'on peut faire. Donc on réfléchit notre rentrée comme si le coronavirus allait disparaître. Et on compte sur toute la communication qu'on a eue avec les gens et puis aussi sur la sollicitude des gens pour comprendre que s'il reste des impératifs à ce moment-là, on le modifiera. Mais pour l'instant, voir à 2 mois semble un long terme, un très long terme en fait. Alors, on sait que les centres culturels, ce sont aussi des lieux qui privilégient la programmation. C'est encore possible aujourd'hui? Vous y travaillez encore? Programmer des spectacles de théâtre, de théâtre pour enfants? Oui, c'est parti là. On a tous les théâtres pour enfants. On a B.J. Scott qui va venir, on a Fanny Ruet qui va venir ici en octobre. En tout cas, on croise les doigts pour ça et c'est là-dessus qu'on travaille. On ne sait pas dire ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'on voulait toujours, comme je disais au départ, en fait, on veut soutenir les artistes aussi. Ce sont des partenaires privilégiés. On veut soutenir les animateurs
animateurs. C'est pour ça qu'on a payé leur contrat. C'est pour ça qu'on continue à travailler comme s'ils allaient venir. Et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Allez, on croise les doigts. En tout cas, d'ici là, on vous souhaite un bel été. Et merci d'être patient. Vous n'êtes pas loin, vous êtes dans le coin. Enfin, le centre culturel est juste ici derrière nous. Merci infiniment, Mick Lemaire, d'être passé dans cette émission. On va changer de rayon, si je puis dire, et on va passer à un secteur qu'on connaît bien depuis quelques minutes, puisque nous sommes installés ce soir dans un salon de coiffure. Et ce sont deux coiffeuses qu'on va rejoindre, Charlotte Maréchal. Exactement. Alors, deux coiffeuses qui nous accueillent aujourd'hui, puisque nous sommes dans le Michael Siméon. Vous avez pu reconnaître les miroirs. Alors le salon ressemble un petit peu moins à ce qu'il est supposé ressembler. Vous voyez notamment les barrières de sécurité. Alors, je vais rejoindre ici Céline et Christine. Alors, Christine à gauche, Céline à droite. Bonsoir toutes les deux. Alors, Michael Siméon sur la place du Miroir, qui ne s'appelle pas vraiment la place du Miroir, mais on y reviendra dans l'émission. C'est un salon parmi d'autres, c'est-à-dire que ça commence par une histoire d'amour, on va dire une double histoire d'amour, celle de Christine avec son amoureux et puis celle de Christine avec la coiffure. Exactement. En fait, l'histoire Michael Siméon a démarré il y a à peu près 14 ans. C'est le mariage entre l'amour et la passion de la coiffure. Moi, je suis personnellement coiffeuse et je m'occupe de tout ce qui est coiffure. Mon mari qui est plutôt dans le marketing, dans les paperasses, etc. Donc, lui s'occupe de tout ce qui est administratif. Et on se complète très bien. Et voilà d'où est né Michael Siméon. En tout cas, merci de nous accueillir aujourd'hui. Vous avez 5 salons, ça n'est pas le seul ici. 5 salons qui ont dû fermer complètement pendant le confinement. Et c'est vrai qu'on a entendu les voix des salons coiffure se plaindre, se dire mais en fait on est dans le flou le plus total. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Alors aujourd'hui, heureusement, vous avez réouvert. Comment vous avez ressenti cette incertitude de réouverture, à la fois en tant que gérante et puis surtout en tant que coiffeuse ici dans le salon ? Alors c'est vrai que c'était hyper flou pour nous parce qu'on ne savait pas dans quelle catégorie, dans quelle phase on se situait. Finalement, 3 jours avant l'ouverture officielle, nous avons appris qu'on pouvait ouvrir le lundi 18. Et donc tout a été mis en place pour que aussi bien collaborateurs que clientes se sentent à l'aise, se sentent en sécurité. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir reprendre nos activités, pouvoir répondre aux appels et aux attentes de nos clientes. Et donc ce serait bien d'avoir l'opinion de nos collaborateurs qui pour eux aussi c'était vraiment un stress de reprendre. On a attendu la réouverture bien sûr avec impatience et une fois qu'on a réouvert on s'est senti vraiment en sécurité par rapport à toutes les mesures que justement les patrons avaient mis en règle pour que ça se passe au mieux finalement. Alors les salons de coiffure, ils sont indispensables pour avoir une jolie tête, notamment pendant les interviews. Comment est-ce que vous avez retrouvé vos clients ? Est-ce qu'ils étaient contents de revenir, impatients peut-être ? Comment ça s'est passé, Céline, cette réouverture ici à Jette ? Ils étaient très très contents de nous voir réouverts. D'ailleurs, on a été assez pris au début d'assaut par les clients et on a vraiment ressenti que ça leur faisait tout autant plaisir que nous de réouvrir, d'avoir de nouveau le plaisir d'avoir le contact avec la clientèle. 2 mois tout seul à la maison, c'était dur. C'est vrai, vous n'avez pas vu trop de catastrophes. Tiens, on va faire coiffeur à la maison, c'est maman qui coupe les cheveux, etc. Ah, je vois la tête de Christine. Ah oui, on en a eu des apprentis coiffeurs. Bon, après, on s'est donné tant bien que mal à essayer de récupérer les catastrophes. Mais voilà, oui, beaucoup de gens se sont sentis coiffeurs. Et ce qui est top pour notre métier, pour notre secteur, c'est qu'on s'est rendu compte que le coiffeur, c'était un métier avant tout. Et que finalement, on faisait partie des choses essentielles de la vie. Donc ça faisait quand même plaisir pour notre fédération de la coiffure. Ici, c'est l'un des salons, je le disais, vous avez plusieurs salons, c'est celui de Jette. Vous êtes en face de la friterie, littéralement. Vous êtes vraiment presque sur la place du Miroir. Alors, comment est-ce qu'elle est, cette ambiance de la place du Miroir ? L'ambiance peut-être avec les clients, mais surtout peut-être entre commerçants aussi. Comment est-ce qu'elle est, Céline ? On se connaît quasiment tous par ici. Et voilà, je pense que pendant le confinement, on n'avait plus de contact, mais on a repris plaisir aussi à reprendre le contact dès qu'on est revenu travailler pour voir un petit peu qui, justement, avait réouvert, s'il y en a d'autres qui étaient un petit peu plus tard aussi. Mais je pense que ça s'est très, très bien passé, surtout que depuis que les cafés, évidemment, ont réouvert, comme c'est une place qui vit aussi un petit peu grâce au café. Et l'ambiance, on a vu que ça a repris en une fois, quoi. C'était très sympa. Christine, est-ce que vous aviez eu un peu cette impression d'avoir été abandonnée en se disant mais est-ce qu'on pense à nous ? Nous, on a plusieurs salons, on doit répondre à plusieurs demandes de chacune des communes. En tant que gérante, c'était compliqué à gérer ? C'était très inquiétant honnêtement au départ parce qu'on ne savait pas, on allait dans le flou, on ne savait pas
quand est-ce qu'on allait reprendre, comment est-ce qu'on allait reprendre. On a quand même beaucoup de personnel dans nos entreprises. On s'inquiétait aussi pour eux parce qu'ils étaient aussi inquiets que nous. Donc, on devait garder quand même face en se disant, les gars, on garde la situation, promis, on met tout en œuvre pour que tout le monde soit en sécurité. Et finalement, ce qui est magnifique, ce qui en ressort magnifique de cette histoire de confinement, c'est la solidarité qu'il y a eu entre commerçants, entre coiffeurs et aussi bien dans les équipes. Ici, à Jette, ça s'est manifesté comment ? Eh bien, en fait, grâce à l'association des commerçants et la commune de Jette qui est très présente pour ces commerces, ils ont vraiment mis en place des primes communales qui ont pu mettre du beurre dans les épinards et pouvoir justement participer un petit peu aux frais qu'on a dû mettre en place afin de garantir la sécurité des uns et des autres. C'était compliqué justement de dépendre de plusieurs communes et de se dire d'un côté il va y avoir ça et puis il faut organiser ça de l'autre côté et puis d'un côté on se sent peut-être moins bien entendu qu'ici à Jette. Ah ouais, c'est le flou total. Finalement, on voit que selon le bourgmestre, sans prendre position, il y en a qui pensent beaucoup plus en tant qu'indépendants et qui pensent vraiment à ses citoyens, puis d'autres se disent on va voir et on va suivre le troupeau, quoi. Oui, c'était très difficile. Vous êtes une équipe de plusieurs coiffeuses ici. On n'a pas le droit d'accueillir autant de clients que d'habitude. On le voit avec ces plastiques qui doivent séparer. Il y a le port du masque qui est obligatoire quand on vient chez le coiffeur. L'air conditionné qui est à l'arrêt, c'est un détail. Mais quand il fait chaud comme ça n'est pas un détail si petit. Comment ça s'est passé, l'adaptation à toutes ces règles et surtout le peu de nombre de clients qui peut venir ? Ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'il y a peut-être les jours, comme on dit, un peu plus de chaleur où forcément l'air conditionné a été le bienvenu. Mais sinon, on a eu une réouverture qui a été très bien prise malgré toutes les conditions. Après, c'est le port du masque, c'est quand même assez supportable pour le client qui vient pendant quelques heures chez nous. Forcément, nous, on l'avait aussi toute la journée, donc on l'oublie au bout d'un moment. Donc ça se fait automatiquement et on est bien content qu'il y ait eu des mesures qui soient faites pour que tout le monde se sente bien. Vous avez hâte de pouvoir retravailler comme avant, de pouvoir reprendre votre métier avant ce coronavirus ? Oui, complètement. Surtout que nous, on est passé du sans rendez-vous à rendez-vous. Donc ça a peut-être été aussi quelque chose en plus qu'on a dû instaurer. Donc oui, on serait content de repasser à ce qu'on était bien sûr avant. Et surtout que la capacité de la clientèle a dû être divisée vraiment par deux, et aussi bien celle des collaborateurs. Après, c'est vrai qu'on a de la chance que les clients sont hyper compréhensibles et hyper compréhensifs, et hyper patients. Voilà. Le plus important, c'est qu'on puisse enfin reprendre nos activités, peu importe les mesures qui nous sont imposées finalement. Bon, mais puisque je m'intéresse toujours à l'ambiance qu'il y a dans un quartier où on est, ici, elle est comment l'ambiance dans le salon ? Vous êtes plusieurs, vous avez retrouvé quand même ce côté positif et puis surtout cette ambiance décontractée malgré les conditions ? Oui, surtout que justement, on l'a bien pris et on l'a fait tous ensemble. C'est pas chacun de son côté, voilà. Quand il y a une cliente qu'on rentre, que ce soit nos clients ou les clients du collègue, on va directement donner les mesures, les installer au mieux. Et non, ça s'est très très bien passé dans une super ambiance, vraiment. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à ces questions et puis surtout merci de nous accueillir pendant toute cette émission. On est donc chez Michael Siméon, Christine la gérante, Céline qui travaille dans l'équipe ici. Alors on vous parlait de cadeaux que vous allez pouvoir remporter tout au long de cette émission. Alors vous avez pu en remporter tout au long du mois de juin, mais ce soir c'est un petit peu spécial puisqu'il y a plusieurs cadeaux à remporter. Vous allez pouvoir repartir avec des places pour Mini Europe, 4 places pour Mini Europe, mais aussi d'été en vrac de chez T14, une nuit d'hôtel s'il vous plaît à Saint-Gilles dans un hôtel somptueux et puis enfin une croisière sur le canal à Bruxelles, une croisière de 2 heures pour découvrir votre ville comme vous ne l'avez peut-être jamais vue. Pour remporter ces cadeaux, il va falloir jouer à notre jeu Mix des sons de Bruxelles. On va s'écouter un extrait, il y a 8 sons emblématiques de notre capitale qui se cachent dans un mix. Il va falloir reconnaître les 8 sons. Tendez l'oreille, c'est compliqué. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles revit.
Est-ce que vous avez reconnu l'un des sons qui se cache dans ce mix? Je vais vous aider quand même avec ceux qui ont déjà été découverts tout au long des émissions. Nous avons reconnu le carillon du Mont des Arts, nous avons reconnu les cloches de Sainte-Gudule, les portes du métro qui se ferment, ainsi que Manneken Pis. Et d'ailleurs, je vais vous donner quelques indices. Le Manneken Pis, eh bien, il y a une autre fontaine qui se cache dans ce mix. J'espère que vous allez pouvoir la reconnaître. Si vous avez reconnu les 8 sons, vous nous envoyez un mail avec vos coordonnées complètes à l'adresse lemixdessons au pluriel @bx1.be. On retrouve Soraya dans quelques instants. BX1+. BX1+. Pandart vous propose ses créations textiles personnalisées et produites dans le respect de l'environnement. Pour vous, vos amis ou votre publicité. Pandart est à votre écoute. Pensez local, pensez éco, pensez Pandart. Plus d'infos sur Facebook, Pandart Belgium. Hey, besoin d'un lift? Besoin de Red Lift. Pour vos déménagements, livraisons ou travaux, on prend de la hauteur avec Red Lift jusqu'au 7e étage. Un service professionnel à partir de 50 €. Red Lift 0484 07 5 6 7 et 8. Et sur Facebook. MyImmo est un réseau d'agences immobilières sur Bruxelles et en région wallonne. Contactez-nous pour l'achat, la vente ou la location de votre bien. MyImmo vous propose également l'estimation gratuite de votre bien. Prenez rendez-vous avec l'une de nos agences MyImmo. MyImmo. Vous recherchez pour vos enfants une école familiale et à visage humain, où votre enfant pourra évoluer et se construire de la première à la 7e secondaire grâce à un large choix d'options et une école des devoirs. Une école offrant une communication en temps réel et les meilleurs outils pour faire de ses élèves les adultes de demain. Une école de proximité, facilement accessible et dans un cadre verdoyant. Une école proposant un choix de repas variés, cuisinés sur place. Une école avec des classes aux équipements numériques récents et confortables. Une école qui met au centre les valeurs de partage, de respect et de persévérance. L'Athénée Royal de Sippelberg est cette école. Train World, le musée du train au cœur de la gare de Schaerbeek, rouvre ses portes. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau en toute sécurité. Locomotive à vapeur, train à grande vitesse, embarqué pour une expérience unique. L'expo Paul Delvaux, l'homme qui aimait les trains, est prolongé. Venez plonger dans son univers poétique. Découvrez aujourd'hui le train d'hier et de demain. Info et tickets trainworld.be. Sur BX1+, Bruxelles revit avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal. 19h22, dernière édition de Bruxelles Revit, visible sur BX1 mais aussi audible sur BX1+. Nous sommes ce soir en direct depuis la place du Miroir à Jette, une place du Miroir dont on vous dit déjà depuis le début de cette émission que ça n'est pas son véritable nom. Et pour ce faire, on va demander à notre historienne du jour, Véronique Van Kutsem. Bonjour. Bonjour. Pourquoi cette place est connue sous ce nom-là? Tout le monde l'appelle comme ça finalement. Bien, parce qu'il y avait un café au début du XXe siècle ici, qui s'appelait Le Miroir, qui avait énormément de succès. Parce qu'ici, ce lieu, depuis toujours, est un lieu où on vient boire, où on prend du temps, même déjà au Moyen-Âge, parce que les marchands qui revenaient de Bruxelles remontaient l'avenue, la chaussée de Jette, passaient par ici. On était en haut de la colline, on avait chaud, on avait soif, on était fatigués et on prenait on s'arrêtait dans un estaminet. Et donc, cette tradition de café ici, elle est très ancienne. Et au début du XXe siècle, les Bruxellois qui le dimanche sortaient à la campagne, dans cette zone qui était encore très verte et très rurale, venaient boire un verre au café du Miroir. Et donc c'est vraiment devenu le lieu-dit du Miroir. Maintenant, pourquoi s'appelait-il le Miroir? Ça, il y a plein d'histoires. On raconte que la prairie qui se trouvait devant, où il y avait d'ailleurs quelques marchés déjà à l'époque, brillait tant les jours de gel que ça ressemblait à un miroir, ou est-ce que parce qu'il y avait un grand miroir dans ce café, chose assez exceptionnelle pour l'époque, mais c'est vraiment un nom très ancien et qui correspond très bien justement à l'ambiance de la place du Miroir où l'on va se détendre, passer du bon temps. Encore aujourd'hui finalement. Tout à fait. Oui. Alors du commerce, de l'activité économique, il y en a toujours eu à Jette, et notamment grâce à une abbaye qui se trouve pas très loin d'ici. Ah oui, d'accord. De l'activité. Donc il y a une chose qui est un peu oubliée à Jette parce qu'elle a très fort disparu, les bâtiments ont été détruits, mais
ici, justement, sur la place du Miroir, au XIe siècle, il y a eu un prieuré augustin qui est venu s'installer et puis qui s'est tellement développé qu'il est repassé de l'autre côté de la rivière du Molenbeek, ici en bas, et ils sont allés s'installer dans des terres encore très libres de l'autre côté et ils ont développé une abbaye prémontrée extrêmement importante, très large, où il y aura des fermes, des brasseries et aussi une grande exploitation de la pierre. Des pierres qui vont être utilisées d'ailleurs pour construire beaucoup de bâtiments à Bruxelles et à Malines. Et les gens qui continuent à se balader dans ces zones qui sont encore restées assez vertes, notamment au bois de Dillegem, au bois du Larbeek, sont toujours étonnés du terrain très accidenté. Mais en fait, c'est les restes de cette carrière qui, lorsqu'elle n'a plus été exploitée parce qu'ils n'avaient plus assez de ressources, ils ont été y planter des hêtres. C'est pour ça que ces forêts sont toujours aussi belles et agréables à visiter. Et verdoyantes, hein, surtout oui. en cette époque-ci de l'année. Alors, il se trouve qu'il y a une personnalité qui a marqué aussi le quartier. C'est un peintre. Et quel peintre? Probablement l'un des plus prestigieux de ce plat pays. C'est Magritte. Que Jette peut vraiment s'enorgueillir, d'avoir accueilli pendant les 25 années les plus productives de Magritte ce peintre ici, dans une ville, dans une maison tout à fait simple, au quartier de Séghem. Qu'on peut visiter d'ailleurs. Ah oui, c'est devenu un musée et en plus depuis un an, c'est aussi le musée d'art abstrait. Ils ont agrandi le musée et vraiment ça vaut la peine de venir par ici pour ça. Et donc Magritte ressemblait assez fort à l'esprit des gens de ces quartiers-ci qui vont tout doucement, ces quartiers vont s'urbaniser, mais pas dans des modèles très diconnects, comme on va dire, plus simples et appréciant vraiment l'espace tranquille de ces anciennes zones rurales. Oui. Alors oui, vous parlez de zone rurale, on parlait tout à l'heure d'espace vert. Ça, pour le coup, c'est vraiment une commune qui est appréciée pour ça. Ça reste une commune très verte. Certainement. Et vous vous êtes beaucoup intéressé, vous, précisément, au parc Roi-Baudouin. Qu'est-ce qu'il a de si intéressant ? Mais d'abord, c'est quand même une œuvre assez importante, à la fois de la région bruxelloise et des communes avoisinantes, qui dans les années 70, voyant que tous les espaces ruraux étaient grignotés de tous les côtés, étaient en train de se disparaître et se déformer tout à fait, ont eu l'initiative de réacheter toute une série de terrains le long du ruisseau du Molenbeek, qui passe pas le Molenbeek, qui vient de Dilbeek et qui va à Laken. Et ils ont vraiment créé un espace vert assez exceptionnel. Parce que dans un côté, on va pénétrer dans un ancien jardin du baron Bonaventure, où il a installé au début du 19e siècle un jardin avec des architectes paysagers de Fontainebleau. Donc on est dans l'espace romantique, les canaux, les arbres remarquables. D'ailleurs sur les anciennes terres de l'abbaye qui, elles, vont être vendues à la Révolution française. Et puis on passe vers une zone plus organisée pour le public familial, autour d'étangs et d'espaces de jeu, pour filer vers le patrimoine rural du Brabant, de cette zone du Brabant qui a été remis en état tout le long du Molenbeek dans ce qu'on appelle la phase 3, c'est-à-dire la partie du Larbeek. Là, on a l'impression d'être à la campagne, on a les saules têtards, les libellules, les grenouilles, les vaches, les moutons. Ici, encore, on a ce chose qui dérange encore, c'est le bruit du ring qui est à l'extérieur. Oui. Mais c'est une expérience magnifique, surtout qu'on peut la continuer en allant soit du côté de Laken pour arriver sur les parcs plus architecturés, soit filer sur Anderlecht et découvrir encore d'autres zones magnifiques. Alors ça, précisément, c'est une balade que vous souhaitez favoriser, pour laquelle vous plaidez singulièrement en période de confinement, quand on est un peu enfermé à la maison. Vous avez eu pas mal de réflexions autour de ces balades à faire en famille une fois qu'on sortirait de ce confinement. Vous avez un projet d'ailleurs à ce sujet pour favoriser les balades en famille dans ce parc Roi-Baudouin. Oui, c'est ça.
en voyant toutes ces familles qui ont peuplé, se sont réappropriées ce parc, j'ai eu l'idée d'essayer de développer un audio guide qui soit actif, c'est-à-dire qui permette aux parents, avec les informations qu'ils ont sur l'audio guide, d'animer une visite eux-mêmes avec leurs enfants. Il y a des contes, il y a des histoires vraies, il y a des propositions de jeux et on découvre, telle une aventure, le parc en famille, dans tout le respect des règles de confinement, de distanciation. Voilà. Alors, avec la commune, on essaye de lancer ce projet. On espère pouvoir le mettre en route pour le mois d'août et offrir là vraiment un nouveau regard sur des lieux qu'on connaît parfois trop, mais pas assez non plus. Et ben voilà, une balade à faire, une balade estivale pour des familles avec cet audio guide. Merci infiniment Véronique Van Ketsen d'avoir partagé avec nous l'histoire de cette commune, de cette belle commune verte de Jette. On va rester à Jette, on va rester sur la place du Miroir, on va juste prendre la direction, on ne va pas aller bien loin, juste ici en face, la direction d'une institution, la friterie de Jette, Charlotte Maréchal. Exactement, alors on va aller vers la friterie de Jette et je vais emmener Charles avec nous. Charles va me suivre. Je vais vous emmener pour pouvoir discuter bien de cette friterie-là qui est vraiment sur la place du Miroir. Alors on va rejoindre du coup le gérant de la friterie et l'une des responsables du jour. C'est Pierre Claus que nous allons rejoindre et Océane. On les rejoint juste là pour pouvoir voir votre belle friterie et puis surtout la belle place du Miroir qui est juste à côté de nous. Alors comment ça s'est passé le confinement? Parce que on parlait des coiffeurs, eux étaient fermés. Vous avez eu la chance de rester ouverts. Comment ça s'est passé, Pierre? Ça s'est passé très bien dans le sens où on était content, on pouvait rester ouvert, mais en réalité, on ne savait pas faire notre chiffre, pas de terrasse, rien du tout, c'était impossible. Mais on voulait d'une façon humaine laisser au moins une friterie ouverte, que les gens puissent venir manger dans une friterie, changer leurs idées, parce qu'on a un personnel jeune qui est actif, comme vous voyez ça à côté, un personnel qui est gentil, etc. Alors ça nous permettait humainement de les avoir, de discuter, de les encourager. Et maintenant qu'on a pu avoir la terrasse était très importante pour nous en été. Maintenant, la terrasse change le problème, c'est plus intéressant et cette fois-ci, ça va mieux. On attend que le reste soit terminé pour pouvoir travailler normalement. Et on est content, on avait une bonne clientèle qu'on a vraiment encouragée de tout ce qu'on pouvait. Surtout que j'ai beaucoup de jeunes à côté de moi et que c'est fantastique d'avoir toute une équipe de jeunes dynamiques qui étaient là pour parler aux gens et on revoit des anciens clients, on revoit des nouveaux, on leur explique. Ils font la file, ils sont courageux, 1,50 m et on a la chance qu'avec le 1,50 m, s'il pleut, on pouvait les mettre près de la friterie et leur donner quelques frites en dégustation en attendant, par gentillesse. Voilà. Je vais lui poser la question à Océane. Vous avez travaillé pendant le confinement à la friterie et c'est vrai que là, on peut imaginer, donc il y a des terrasses, les restos sont ouverts, les bars sont ouverts. C'était pas le cas pendant le confinement. Alors, a été comment l'ambiance? Parce que la place du Miroir, c'est une place qui bouge. Là, c'était tout fermé. Ah mais clairement, les gens étaient un peu anxieux, mais d'un sens ils étaient solidaires parce qu'ils respectaient le mètre de distance, ils étaient sympas entre eux, mais il y avait toujours cette inquiétude du virus qui était présent, mais les gens étaient respectables. Oui, impeccable, mais bon, on leur a donné tout le courage qui leur manquait et ils venaient changer leurs idées parce qu'en général, à la friterie, les gens viennent parler un peu de leurs petits problèmes, etc. Et c'était l'occasion. Et je crois que le personnel jeune les a bien encouragés. Alors, je les remercie de tout cœur devant tout le monde qu'ils ont été là. Ça fait 40 ans que je tiens à la friterie et il y a 40 ans qu'on a le plaisir de voir des clients, que ce soit confinement ou pas. Est-ce que vous avez été soutenu par la commune? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de primes qui ont été attribuées aux commerces qui ont fermé. Vous êtes resté ouvert. Est-ce que vous avez senti un soutien? Un soutien, on a dit par après, mais on verra bien un soutien. On a dû se débattre un peu seul quand même. Voilà. Mais peu importe. Le principal, c'était que tous les restaurants fermés, les gens puissent enfin se décider, balader, on les tenait, balader et venir avoir l'impression. Et tout s'est passé d'une façon impeccable et je crois qu'à l'heure actuelle, on risque de recommencer. C'est pas terminé le petit jeu, mais on a pris l'habitude.
Je vais me retourner vers Océane. Comment elle était l'ambiance des collègues? Parce que c'est vrai qu'on a pu en discuter avant l'émission. Les horaires ont été un petit peu réduits parce qu'à partir d'une certaine heure, on le voyait, la place manquait de vie. Et donc, vous étiez tout seul avec vos collègues. Comment ça s'est passé? Le fait qu'il y ait des nouvelles règles, on doit travailler dans des nouvelles conditions. J'ai de la chance d'avoir des collègues exceptionnels. On s'entend tous bien. C'est différent parce qu'on se dit toujours que si un de nous a le virus, on l'a tous parce qu'on ne sait pas respecter le mètre de distance. Mais on fait tous bien attention, on a nos gels hydroalcooliques, on a les masques et tout ça, donc ça va, franchement. En plus de ça, je dois dire que on éclaire bien la friterie et on a des gros spots qui éclairent bien ensemble, qui donnent un effet de vie, etc. On ne pouvait pas vous louper sur la place? Non. Et de temps en temps, je vais prendre une chaise carrément d'eux-mêmes pour s'asseoir, qui ne peuvent pas n'importe. Donc l'ambiance n'était pas si mauvaise que ça. Vous parliez de la terrasse, c'est vrai que maintenant vous avez droit à avoir une terrasse derrière, sur la place. Ça change tout? Oh oui, ça change beaucoup de choses, ça ajoute beaucoup de choses. Évidemment, on l'attendait depuis longtemps, la terrasse. Les gens restent traînés, etc. Non, la terrasse est un plus à la friterie. Ça, de toute façon, comme ça, c'est... Et bon, on attend maintenant, tout se règle un petit peu. Les commerçants durent, quelques-uns quand même durent. Et sur la place du Miroir, vous voulez dire? Oui, sur la place du Miroir, oui. Il y a quand même beaucoup de faillites. Oui, c'est une période compliquée. Est-ce que vous avez quand même senti cette solidarité de se dire on se soutient l'un l'autre même si c'est vraiment difficile? Mais bien sûr, avec tous les autres commerçants, on se donnait le mot, on disait bon, toi tu as ta chance, je dis oh non, on a la chance qu'on puisse rester ouvert et aider les autres personnes. Il ne faut pas être égoïste dans la vie, il faut un peu penser aux autres. On ne travaille pas que pour soi. Et alors les gens qui puissent... Et ça, le plaisir, et comme ils ont toujours un petit mot à rire, une petite blague, les jeunes, sur les jeunes, et c'est un plaisir de travailler avec des jeunes. Une dernière question justement pour les jeunes. Ça fait quand même plaisir de voir le sourire sur le visage des Bruxellois, des Gétois qui viennent, qui se disent « Bon mais le confinement, on en a un peu marre, on vient chercher sa frite et c'est notre petit moment de bonheur de confinement ». Ah mais vraiment, nous ça nous remet le sourire. Franchement, ça fait du bien voir tout le monde reprendre la vie petit à petit. De toute façon, ils sont partis en groupe faire une descente de l'Est pour rigoler. Voilà, ça c'est une bonne équipe. Très bonne. Une bonne équipe de la friterie, de la place du Miroir. Merci beaucoup Pierre Clauze et Océane d'avoir été avec nous. Je vais vous laisser retourner faire des frites enfin. Il y a déjà... la file est longue, on peut le dire, la file est longue. Vous voulez pas... je vous laisse là. Je vais continuer. Alors, on va pouvoir jouer. Non, mais je viendrai prendre une frite après l'émission parce que sinon nos téléspectateurs vont être jaloux. On passera prendre une frite après. Alors, on va continuer à jouer parce que vous le savez, on peut gagner des cadeaux tout au long de cette émission. On va gagner des places pour Mini Europe, du thé en vrac. On va aussi remporter une nuit d'hôtel dans le hôtel Harmon House. Ça se trouve à Saint-Gilles. Et puis ensuite, peut-être une croisière pour aller visiter Bruxelles sur le canal. Tout ça, vous pouvez le remporter en reconnaissant les sons du mix de Bruxelles. Il y a 8 sons et d'ailleurs, je vais me permettre de vous donner encore un petit indice. On a reconnu la fermeture des portes du métro. Eh bien, il y a encore un transport en commun qu'il faut reconnaître dans ce mix. Et alors, il y a aussi un animal qu'il faudra reconnaître. On va s'écouter le mix des sons de Bruxelles. BX1+. BX1+. Up to shining morning sun. On the street a smile from everyone. In times like to say it's my lucky day. Pour ceux qui aiment la tranquillité d'esprit, il y a la parole Bellisol. Bellisol, châssis et porte sans souci. Bellisol. Maintenant chez Bellisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 €. Surfez vite sur bellisol.be. Des vins de vignerons issus du Languedoc situé à Uccle, Chais et Terroir sélectionne et propose des vins bio ou haute valeur environnementale aux particuliers et professionnels. Nous livrons gratuitement à Bruxelles sous condition. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Plus d'infos, chais-et-terroir.be. À la recherche d'une nouvelle voie dans tes études, pourquoi pas les formations dans l'enseignement secondaire et de promotion sociale de la COCOF. 10 écoles à Bruxelles et des dizaines de formations très variées pour les jeunes et les adultes. Un vrai tremplin pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Une de nos écoles t'intéresse? Rendez-vous sur seria.brussels.
La boucherie Cortose, c'est une histoire de famille. Nouvel aménagement pour encore mieux vous satisfaire. C'est le temps des barbecues. Venez découvrir notre sélection de viande pour vous garantir un barbecue 100% réussi. À côté de la place du Miroir, la boucherie Cortose, toujours mieux vous servir. Sur BX1+, Bruxelles revit avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal. 19h40, vous êtes toujours à l'écoute de Bruxelles Revit, une émission que vous pouvez voir exceptionnellement ce soir sur BX1, mais que vous pouvez bien entendu entendre sur BX1+. Nous sommes toujours en direct depuis la place du Miroir. C'est notre dernière émission en direct depuis la commune de Jette, une commune qui a vu défiler durant ce confinement un mode de mobilité douce assez original. Ça s'appelle le tuk-tuk. C'est une idée qui a été lancée, une initiative qui a été lancée par une ASBL du coin qui s'appelle Labo Lobo. Pour nous parler de cette ASBL, de leurs activités, on reçoit Julia Sugragnès. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargée de projet dans cette association? Je suis coordinatrice. Coordinatrice, carrément, vous gérez tout. C'est vrai, un autre type de souci pour le coup. J'aimerais qu'on revienne, juste avant d'évoquer ce que vous avez pu faire durant le confinement et notamment ce fameux tuk-tuk qu'on connaît bien dans les rues jettoises désormais. Un petit mot peut-être sur le nom de l'ASBL, Labo Lobo. Moi je trouve ça très musical. C'est musical, effectivement. Labo parce que c'est un laboratoire social dont la mission est de créer et de soutenir le lien entre générations en milieu urbain. Lobo parce que Lobo en espagnol, il y a plusieurs espagnols dont la SBL veut dire loup, et le loup est une figure très évocatrice de plein de choses qui a traversé les temps. Voilà. Donc un loup et oui un loup de laboratoire, on va dire ça comme ça. Par exemple, cette SBL qui travaille beaucoup sur l'intergénérationnel. Pourquoi vous vous êtes fixé cet axe-là? Ça répondait à une demande particulière ici du quartier? Alors parmi les créateurs, plusieurs d'entre nous ont fondé des familles, on avait nos parents loin et on voyait grandir nos enfants sans une relation directe avec le 3e et le 4e âge. Et aussi, on partait de ce constat que nos villes sont organisées de façon à séparer les âges, alors que nous, on pense qu'il y a vraiment un potentiel énorme à mélanger les générations, qu'il y a un win-win qui est humanisant et dont on a tous besoin et qu'il fallait mettre en place. Ça fait 6 ans maintenant que la structure existe. Quel type d'activité vous proposez? Comment vous arrivez à créer ce fameux lien que vous recherchez? Alors depuis 6 ans, on propose à des homes, centres de jour et écoles des programmes artistiques d'échange qui sont durables, qui sont co-créés avec les participants et qui ont vraiment pour but ultime de créer un lien interpersonnel et interinstitutionnel dans le tissu urbain. On en a une quinzaine, on en a une quinzaine par an, on en a déjà abouti 60 à Bruxelles depuis 2014. Ces programmes mettent en place des ateliers de chant, d'art plastique, de soutien scolaire, de lecture, en collaboration avec des acteurs sociaux des différentes communes où on est présent. En plus de ces projets interinstitutionnels, nous avons créé il y a 2 ans un centre socioculturel ici à Jette, qui est notre commune. C'est ici qu'on a débuté et c'est ici qu'on avait envie de nous ancrer aussi dans cet espace-là, qui est un laboratoire social qui s'est ouvert en collaboration avec le Fonds du logement. On propose un panel vaste d'activités très variées, socioculturelles et artistiques pour tous les âges. On fait des stages et vacances aussi. Mais ça s'organise facilement, des activités entre différents âges. J'imagine que des enfants ou des adolescents n'ont peut-être pas le même rythme, n'ont peut-être pas les mêmes envies. Ça n'est jamais un frein pour la mise en contact avec des personnes plus âgées?
Alors, on a beaucoup de préjugés, on prend beaucoup de temps pour monter le projet pour que les partenaires s'approprient vraiment de ce qu'on va faire. Et on a très vite constaté que ces préjugés effectivement, est-ce qu'ils vont avoir des choses à se dire, est-ce qu'ils peuvent vraiment partager des choses, est-ce qu'ils peuvent s'enrichir, sont très vite démontés. Les enfants, les ados et les aînés en résidence ou pas, ou qui vont dans des centres de jour, se mélangent très facilement et s'enrichissent mutuellement très facilement. Parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Il y a un grand besoin. Et ça, on l'a vu après le confinement. C'est vrai que la crise sanitaire fonctionne comme une loupe et on a tous pu véritablement expérimenter ce qu'est d'être isolé. On pense que dans nos villes, dans les maisons de repos, mais encore une fois, pas seulement, il y a beaucoup d'aînés qui sont fortement isolés chez eux. Il y a beaucoup de solitude tout près de chez nous et il suffit d'énergie et de ténacité pour les mélanger et voir le bienfait que ça provoque. Alors comment ça s'est passé pour vous le confinement précisément, vous qui travaillez avec des centres de jour, avec des homes? Alors, au début du mois de mars, toutes nos activités entre école et home et centres de jour ont été arrêtées. Avant le confinement, déjà, avant le confinement. Oui. Début mars déjà, quand on commençait à parler du Covid. Cette crise a eu un énorme impact sur nos recettes. Évidemment, on a fait une énorme perte. Mais très vite, on s'est rendu compte que jamais, en tant que société, on avait été autant sensibilisé à l'isolement. Et que c'était un terrain terriblement riche pour développer une empathie et c'est comme ça qu'on a très vite mis en place le maintien de liens qui est finalement notre rôle. On fait la mayonnaise entre les gens, entre les écoles, les homes. On a mis en place des chaînes de messages, d'appels téléphoniques pour garder le lien avec tous ces gens qui ont très bien fonctionné. Et aussi, on a utilisé un de nos outils stars, qui est le tuk-tuk. Alors, rappelez ce qu'est un tuk-tuk. Voilà, alors le tuk-tuk est arrivé chez nous il y a 2 ans. Il s'agit d'un triporteur conçu pour promener des personnes à mobilité réduite. Nous, on l'utilise comme un outil pour créer du lien. Pourquoi ? Parce qu'on a un groupe de volontaires formés pour piloter le vélo, qui est assez grand, il est électrique, etc. Et qui vont chercher des aînés chez eux ou dans les homes pour les promener. Alors ça, pendant le confinement, on ne pouvait pas le faire. Mais par contre, en collaboration avec un magasin qui se trouve ici tout près, le BioVrac Origins, on a mis en place des livraisons 2 fois par semaine de soupe à des aînés du quartier. Et par ce biais-là, on a mobilisé beaucoup de nos bénévoles qui se sont donnés à fond pour garder le lien avec ces gens. Et ça a été un projet formidable qui vient de se terminer. Mais le tuk-tuk est toujours là ? Le tuk-tuk est toujours là. Le tuk-tuk sera loué par des centres de jour pendant l'été, mais en septembre, on le reprendra et les aînés sont redemandeurs de promenade et de soupe. Donc c'est reparti. Alors ça, c'était le confinement. Oui. Aujourd'hui, l'heure est au déconfinement. Comment ça se passe pour vous ? Donc on a rouvert notre centre le début juin. On a commencé par récupérer pas mal de cours qui n'avaient pas été donnés. On a mis en place beaucoup de cours. Les gens venaient volontiers aussi. L'échelle de notre espace n'est pas énorme, donc c'était tout à fait gérable pour les règles sanitaires. Maintenant, l'été se présente très bien. Les stages sont complets. En août, on a plusieurs projets dans l'espace public, des installations participatives dans l'espace public ici à Jette. Et on verra en septembre.
Voilà, comme beaucoup de gens, c'est wait and see. Ouais. On verra, on espère que les gens reviendront pour des activités hebdomadaires. En tout cas, il se passera des choses avec l'ASBL Lobo durant tout cet été et très certainement, en tout cas, on vous le souhaite et on croise les doigts pour la rentrée. Merci infiniment. Merci à vous. Julia Sogranias, je rappelle que vous êtes coordinatrice de cet ASBL Labo Lobo. Merci. On va tout de suite retrouver Charlotte Maréchal pour notre rendez-vous. Dernier rendez-vous. Déjà, on avait pris l'habitude de ce live. Ce sera le dernier ce soir. Profitez-en bien. Alors, on va se donner rendez-vous notamment pour notre jeu concours, puisque vous le savez, on vous a fait gagner des cadeaux tout au long de ces émissions. Et puis surtout, aujourd'hui, pour cette émission spéciale, il y avait 4 cadeaux à remporter. D'ailleurs, merci pour votre participation de semaine en semaine. C'était pas facile de reconnaître les sons qui se cachaient dans le mix des sons de Bruxelles. Il y en avait 8. On en a reconnu quelques-uns. On va s'écouter une dernière fois ce mix des sons. Et puis, on va vous donner les réponses surtout, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas faciles à trouver. On s'écoute le mix. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles revit. Alors, les sons qui se cachaient dans ce mix des sons. Alors, il y en a certains que vous avez reconnus. Il y avait le Manneken Pis, notamment, qui était peut-être le plus facile d'ailleurs. J'ai Jean-Jacques Deleu à côté de moi, qui est le rédacteur en chef de chez BX1. Vous en avez caché certains, dont un. On va peut-être se déplacer un petit peu par là. On en avait caché certains, dont un. Alors, moi, j'ai reconnu le Manneken Pis avec les auditeurs. On a reconnu la fermeture des portes du métro. Nous avons reconnu aussi les cloches de Sainte-Gudule et le carillon du Mont des Arts. Alors, les autres, ils étaient vraiment pas très faciles. Non, c'était fait pour ça. Mais on peut peut-être les donner maintenant, parce que de toute façon, là, c'est fini. Le concours est terminé, donc on va dire de quoi il s'agit. Ouais. Exactement. Alors, il y avait un autre transport en commun. Ça, c'était peut-être le plus facile. Celui qu'on entend tous les jours dans Bruxelles, c'est le tram. Et alors, il y avait des animaux. Et alors, ça, je ne sais pas comment vous les avez enregistrés, mais... Alors, il y a 2 enregistrements différents. Il y en a un qui est un cri de renard. C'est celui qui était à la fin du mix de son. Et puis, il y en a un autre où on entendait des oiseaux. Et ça, c'était un son un peu particulier qui venait d'une forêt, mais qui était mis dans une toilette, dans un WC. Donc, c'était la trappe, celui-là. C'était effectivement la trappe. Il y en a encore un d'ailleurs, c'était la fontaine rue de l'Amigo. Ça aussi c'était compliqué, parce qu'entre le Manneken Pis et puis l'eau, et puis il fallait savoir que c'était fontaine de l'Amigo, c'était compliqué ce jeu, mais en tout cas merci Jean-Jacques d'avoir... Est-ce que vous avez été vous enregistrer les sons? Oui. Voilà. Il y en a... Lequel? C'est celui notamment du WC. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on vous avait promis des cadeaux. Il y en a eu des cadeaux, mais il y a aussi eu de la musique dans cette émission. On s'est fait plaisir. On a invité les artistes bruxellois à se produire sur place. C'est le cas de Stéphane Gillis. Alors, on nous entend plus. Voilà, Stéphane Gillis qui est à côté de nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Charlotte, bonjour BX1. Bonjour BX1, bonjour à nos téléspectateurs. Alors, on nous entend plus, on nous entend toujours. J'entends d'autres choses. On est sur la place du Miroir. Et alors Stéphane, ça c'est un quartier que vous connaissez bien, la place du Miroir. C'est là que vous vivez ? Oui, c'est ici que je vis, c'est vraiment chez moi. Jette, et la place du Miroir, c'est vraiment le cœur de Jette, donc c'est ici que tout se passe, quoi. Alors le confinement, évidemment, pour les artistes, ça veut dire plus de concerts. Et vous avez l'habitude de vous produire ici à quelques mètres sur le bar Baudouin. Alors dans le bar Baudouin, c'était confiné, il n'y en avait plus. Mais vous avez fait un autre bar, on peut dire ça comme ça, puisque vous avez joué pour Jette et Gensoren, là où vous habitez, sur votre toit, concert privé pour tous les voisins. Ben oui, dès le 14 mars, comme les bars se sont clôturés pour 3 mois, pour toute la durée du confinement, il fallait être créatif autrement. Moi, j'habite exactement sur la limite des 2 communes, Gensoren-Jette. Je suis monté sur mon toit et j'ai fait un petit live pour les voisins confinés, quoi. Voilà. Comment est-ce qu'ils ont réagi ? Plutôt bien, c'était une grande surprise, j'avais jamais fait ça. Je me suis dit, est-ce que ça va être bien pris, est-ce qu'ils vont apprécier, et ils ont vraiment adoré, ça m'a fait très très plaisir. Ouais. Les concerts ont repris, les projets musicaux aussi. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir retourner, notamment sur cette place du Miroir ? Franchement, c'est génial, parce que quand je passais à la moitié du mois de mai et que c'était mort, il n'y avait pas un bar ouvert, pas un magasin ouvert, etc. Là, depuis le 8 juin, ça a repris, ça fait du bien. Moi, je suis retourné à mon café Baudouin où j'ai eu mes habitudes de jouer. Et, la vie reprend petit à petit, ça fait du bien, quoi.
Pour ceux qui ont peut-être reconnu votre tête, Stéphane Gillis, vous avez fait The Voice, non pas The Voice Belgique, mais The Voice France. Alors, c'est vrai qu'on vous reconnaît un peu ou pas encore? Ça fait 5 ans maintenant, mais ça arrive encore de temps en temps. Mais c'est vrai que j'ai fait The Voice France en 2015. Voilà, c'est vrai. Ouais. Alors, des nouveaux projets musicaux, évidemment. Il y a notamment un nouveau single que vous allez nous interpréter ici en live. Comment est-ce que ça s'appelle? Tout à fait, c'est un single qui s'appelle Stop Asking Me, que j'ai confectionné ces derniers mois et dont le confinement a été très calme et donc créatif. Voilà, c'est une nouvelle chanson que je m'apprête à sortir à la rentrée et voilà, pour BX1, je la fais en acoustique maintenant. Alors, Stop Asking Me, on va quand même vous demander de la jouer. On va vous laisser la place du miroir ici. Il y a la file à la friterie, vous avez une scène et surtout un public. Je m'efface et on vous écoute, Stéphane Gillis. Stop asking me if I'll come back soon. Maybe I will, but I'll be someone new. Stop asking me to bring you to the moon, babe. If you don't believe that my love is true. Stop asking me if I'm still the same when it's hard for you just to remember my name. Do you feel alone, or do you want me to come home? But I can't find my place. It's like if every feelings I have for you change. So what we gonna do now? Still love each other, but tell me how. Stop asking me if I'll come back soon. Maybe I will, but I'll be someone new. Stop asking me to bring you to the moon. If you don't believe that my love is true. No, I can get this out of my head. When I realize you replace me in your bed. When you wake up in the morning, did you think about me? When you wake up in the morning, did you talk about me? When you wake up in the morning next to him. Stop asking me if I'll come back soon. Maybe I will, but I'll be someone new. Stop asking me to bring you to the moon, babe. If you don't believe that my love was true, stop asking me. Merci Stéphane Gillis. Je pourrais applaudir, mais avec la perche de sécurité, c'est toujours plus compliqué. Merci beaucoup et puis merci pour la place du miroir. On va pouvoir vous retrouver du coup tout l'été au Café Baudouin, c'est ça? Ouais. Dès qu'il fait beau, je me mets à jouer sur la place du miroir, Café Baudouin et partout à Bruxelles. Je suis très content de pouvoir représenter là où j'habite aujourd'hui. C'est vraiment ici, c'est the place to be, quoi. Donc je joue à la maison là. Merci beaucoup BX1 pour l'invitation. Mais merci à vous Stéphane Gillis. On vous suit donc sur les plateformes avec ce single qui sort début septembre du coup. Stop Asking Me, on vous demandera beaucoup de la chanter, je suppose. Voilà, c'était la blague la plus facile à faire. Je retourne du côté de Soraya et je fais en sorte que notre caméraman Charles ne se fasse pas écraser. Je vais retourner du côté de Soraya pour la fin de cette émission. Je n'en reviens pas, c'est déjà la fin de cette série Bruxelles revit. Nous avons fait 8 émissions, nous étions dans 8 quartiers différents de Bruxelles. Quelle aventure! On a évidemment pu rencontrer des acteurs de quartier, on a pu rencontrer des commerçants, on a pu parler de ce confinement, mais surtout de ce déconfinement, parce que oui, Bruxelles revit et là on a pu le voir, c'est sûr Soraya, on a pu découvrir que les gens ont pu reprendre leurs habitudes presque et tout en sécurité. Et merci à eux d'avoir partagé avec nous ces moments de vie assez incroyables, extraordinaires au sens littéral du terme, hein, des souvenirs qui resteront longtemps dans nos mémoires. On profite de cette fin d'émission pour remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission durant tout ce mois.
fois, toutes les équipes qui nous ont reçus, tous les invités qui ont partagé avec nous leur vécu. On remercie également toute l'équipe technique qui a rendu cette émission possible. On remercie évidemment Charles Carpro qui réalise ici l'émission ce soir, mais qui a beaucoup aidé au montage technique. On remercie Raphaël Sélecart, on remercie Antoine Martens, on remercie Besnik Niki, David Ferral, on remercie aussi Sébastien Van Mulders et Jean-Jacques Deleu. Vous le savez, une émission radio, c'est une émission, c'est un exercice collectif et on les remercie tous infiniment. Et vous aussi, Charlotte. Mais vous aussi, Soraya. Et puis on se retrouve à la rentrée, évidemment, si vous avez aimé ces émissions, eh bien écoutez Bruxelles BX1+, notre radio digitale. On se retrouvera dès le 31 août, pour une nouvelle saison de BX1+, et puis surtout à la rencontre de notre Bruxelles, de notre capitale que nous adorons. Avec différents rendez-vous, le matin, l'après-midi, vous les connaissez. On sera là dès le 31 août pour essayer de couvrir un petit peu ce qui se passera à ce moment-là dans cette ville de Bruxelles. Encore pas mal de changements. On le disait tout à l'heure, wait and see, on va attendre et voir. En tout cas, on sera là aussi pour entendre et pour vous donner à entendre ce qui se passe dans cette ville, dans différents rendez-vous. Soyez bien à notre écoute. Et puis, vous le savez, de toute façon, si vous souhaitez nous retrouver durant ces vacances, il reste les réseaux sociaux, il reste la page Facebook des différents programmes. Je pense notamment à celui de Fabrice Grosfilet, celui de Charlotte Maréchal ou bien celui du matin. On est ravis de vous retrouver d'ores et déjà à la fin de l'été. D'ici là, prenez bien soin de vous.